Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo pour réaliser un convertisseur de devises. Dans cette vidéo, on va rajouter la dernière pièce, probablement la plus importante de notre convertisseur, c'est-à-dire la façon de synchroniser les taux automatiquement. En l'occurrence, dans notre cas, récupérer les taux de toutes les devises directement sur le site de la BCE. Dans la dernière vidéo, on s'était arrêté en faisant ça, c'est-à-dire une page avec toutes les devises, chaque fois la possibilité de convertir de l'euro à la devise étrangère et de la devise étrangère à l'euro. La façon dont on a fait cette page est entièrement sur le client, c'est-à-dire que la page qui est initialement chargée est vide et ensuite on va traiter la source de données, en l'occurrence le fichier XML qui nous est fourni par la BCE, on va traiter toutes ces données pour extraire les taux et à partir de ces taux, on va alimenter la page et on va à chaque fois ajouter les deux champs texte avec les événements qui vont bien et le taux qui vont bien. À présent, on va arrêter de copier-coller le contenu de la source de données qui était pris de la BCE et on va faire ce lien pour que automatiquement, lorsque un utilisateur charge la page, on va récupérer ces données directement sur le site de la BCE, on va les traiter et on va l'afficher avec les données du jour. Comme d'habitude, cette vidéo va nous permettre d'aborder un certain nombre de sujets techniques. Le premier et probablement le plus important de cette vidéo est CORS, C-O-R-S. On va voir ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on en a besoin et comment le mettre en place. Ensuite, on va parler de requêtes HTTP, on va parler des entêtes qui sont contenues dans cette requête, on va parler du contenu des requêtes et enfin, on va parler des statuts des requêtes HTTP. On a un petit peu de travail, ce sera un petit peu technique, mais c'est des choses bien intéressantes. On va voir tout ça. C'est parti. Pour commencer, j'ai repris exactement là où on s'était arrêté la vidéo précédente. On va vite fait voir là où on s'était arrêté. Ça fait un petit moment que j'ai fait la dernière vidéo. Je crois que ça fait à peu près un mois, donc ça me permet de remémorer et ça me permettra d'expliquer ce qu'on a fait pour ceux qui n'ont pas juste vu la vidéo précédente avant de regarder celle-ci. Je vais donc faire un bref récapitulatif de là où on s'était arrêté et ensuite on va voir comment avancer. La première chose qu'on avait faite, c'est donc la page HTML. Dans cette page HTML, comme d'habitude, il y avait une en-tête et il y avait un contenu. Dans cette en-tête, on avait l'encodage des caractères, on avait les scripts CSS qui permettent d'afficher la page correctement. On ne va pas y toucher aujourd'hui. On avait mis un titre, du standard jusque-là. Ensuite, dans le contenu de la page, on avait mis une balise H1 qui est donc un titre principal. Ensuite, on avait mis une balise container et c'est ça la spécificité de notre convertisseur actuellement, c'est-à-dire qu'on appelle ça une page qui est générée côté client. Le contenu de la page est vide et le client, c'est-à-dire le navigateur de l'utilisateur, va générer cette page à partir des données qu'on lui a fournies. Ici, les données que nous, on fournit à la page, c'est donc les différentes devises qui viennent du site de la BCE ou dans notre cas précis, qu'on a copié-collé du site de la BCE, mais qu'on a mis comme données brutes pour pouvoir les traiter. Cette balise div qui est le node container, elle est vide et on va l'alimenter, comme on va le voir dans un instant, à partir du code JavaScript qu'on a réalisé à côté. Ensuite, on avait mis la date pour afficher à l'utilisateur quelle est la date du taux. Et enfin, on avait fait un lien vers notre script JavaScript qui permet donc d'alimenter cette page et de traiter toutes les données et d'extraire du contenu HTML qui va être injecté dans la page qu'on vient de voir. On va passer au script. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a fait un lien vers un deuxième code JavaScript qui permet de récupérer toutes les données, qu'on a appelé chargement.js. La première chose qu'on trouve dans ce fichier chargement.js, c'est le contenu de la réponse qui est censé nous être fourni par BCE. Pour le moment, on a fait abstraction du fait qu'on va récupérer cette information, on l'a copié-collé manuellement pour juste traiter et pour faire l'opération de conversion entre les données au format XML aux données au format JavaScript, les données brutes qu'on puisse après traiter et injecter dans notre page HTML. Une fois qu'on avait fait toute la conversion XML vers JavaScript, on retourne ici toutes les devises, un objet avec chaque fois comme clé le sigle de la devise, le sigle de 3 lettres, et pour chaque valeur qui est associée à la clé, on avait mis le taux réellement de la devise. Pour revenir au script, on récupère la routine, la fonction qui permet de charger les données, et on l'appelle immédiatement pour récupérer toutes ces devises. Ici, on les affiche à l'écran. Une fois qu'on a toutes ces devises, on a fait une boucle qui permet de voir tous les éléments qui sont inclus
dans cet objet, c'est-à-dire toutes les devises. Et pour chaque devise, on a créé une portion de page HTML et on a injecté dans cette portion de page le sigle de la devise et le taux de la devise qui va bien pour qu'ensuite l'événement qu'on a créé, qui est l'événement unique, et je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus parce qu'on a passé toute une vidéo pour l'expliquer, cet événement unique va ensuite être réalisé de sorte à ce qu'il va pouvoir récupérer le sigle de la devise et le taux de la devise. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est modifier la façon dont on charge les données. On va arrêter de récupérer de façon fixe les informations que j'ai copiées-collées depuis le site de la BCE et on va faire ce lien, c'est-à-dire qu'on va faire récupérer les informations directement sur l'adresse qui est censée contenir les taux comme ce qu'on voit au format XML. Pour rappel, le site qui contient ces fameux taux, c'est le site de la BCE, c'est celui-ci. Je vais revenir. C'est-à-dire que c'est le site de la Banque centrale. On a tous les taux qui sont affichés de façon correcte pour les humains pour être affichés sur le navigateur. Et ensuite, le site nous propose plusieurs formats de données. Nous, on avait choisi ici XML. Et lorsqu'on clique sur XML, on avait donc cette fameuse donnée XML qu'on a traitée. Nous, ce qu'on veut, c'est le lien qui est ici, c'est-à-dire HTTPS, etc., etc. Je vais récupérer ce lien et l'ajouter à ma page. Et je vais lui dire que l'adresse, c'est donc celle-ci. Et on voit que l'adresse est assez longue parce qu'à la fin de l'adresse, après .xml ici, on a un point d'interrogation et on a un certain nombre de caractères plus ou moins aléatoires. Les valeurs et les informations, les données qui sont affichées après le point d'interrogation sont des paramètres de la requête. Ici, je soupçonne fortement que le texte aléatoire permet d'éviter au cache du navigateur, quand on clique dessus, de garder en mémoire les anciens taux. Donc, il génère un nouveau texte aléatoire pour que l'utilisateur, lorsqu'il revisite cette page-là, il a les taux qui sont mis à jour et il n'a pas le navigateur qui lui affiche les taux de la veille. Dans notre cas, on n'en aura pas besoin parce que de toute façon, on ne va pas mettre en cache et on n'a pas le navigateur qui va mettre en cache ces valeurs, étant donné qu'on va utiliser un autre mécanisme pour récupérer ces informations. Donc je vais enlever tout ça et je vais juste garder cette adresse, donc https://www.ecb-europa.eu stat, etc. Une fois qu'on a cette adresse, je vais noter adresse des taux de la BCE au format XML. Ensuite, je peux supprimer toutes ces données-là qui sont obsolètes parce que c'est des données fixes et on va les récupérer de façon dynamique. Pour récupérer le contenu d'une page HTML à partir d'un lien, on utilise la fonction qui s'appelle fetch. On l'a déjà vu lorsqu'on a fait notre sudoku et qu'on a récupéré le contenu des grilles pour afficher un sudoku aléatoire. Je vais utiliser la même chose et cette fonction fetch, elle va permettre de générer une requête à cette adresse précise et ensuite récupérer les informations qu'on va pouvoir traiter et qu'on va pouvoir ensuite injecter à notre page. Je vais donc utiliser fetch et fetch, il accepte plusieurs paramètres. Le premier, c'est l'adresse. Ça tombe bien, on vient de la mettre. Cette fonction fetch, comme on l'a vu par le passé, c'est une fonction asynchrone, c'est-à-dire que le résultat de la fonction n'est pas instantané. C'est normal parce que ça met un peu de temps, le temps de faire la requête, le temps d'attendre que le serveur distant il traite la requête et il nous le réponde. Et en fonction de la qualité de la connexion, en fonction de la charge du serveur en face, ça mettra un certain nombre de temps. Donc c'est une opération asynchrone. Et pour avoir le résultat d'une opération asynchrone, on a deux possibilités, ou alors utiliser des promises, ou alors utiliser async et await, comme on a vu dans la vidéo sur les opérations synchrones et asynchrones. Ici, je vais utiliser un mix des deux, comme d'habitude, parce que ça fait plus de sens. Donc ici, je veux que le résultat, ou les données, parce qu'on a appelé ça données, ce soit await fetch, c'est-à-dire qu'on attend le résultat de fetch, mais fetch, ça ne me retourne pas directement le contenu de la requête, mais ça me retourne un élément qui s'appelle response, donc une réponse. Et dans cet objet response, on a un certain nombre de valeurs qu'on peut utiliser. La première, c'est la propriété OK pour savoir si la réponse s'est bien déroulée. Ici, je vais mettre si response.OK, c'est faux.
c'est-à-dire que le résultat s'est pas bien déroulé et qu'il y a une erreur à un moment donné dans la récupération de la ressource, dans ce cas-là, je vais retourner une erreur. Et ici, vu que je suis dans une promise, je vais mettre promise reject. Et entre parenthèses, je vais mettre le message d'erreur affiché. Ici, je vais mettre erreur dans la récupération des données. Et si tout se passe bien, on va retourner response. Point. Et là, pour traiter le contenu de la requête et l'extraire, on utilise une propriété qui s'appelle text, qui est aussi asynchrone, et on va dire text. Et le résultat de cette opération asynchrone text, c'est le résultat de la requête, en l'occurrence ici, nos données XML, qu'on va pouvoir ensuite assigner aux données. La raison pour laquelle j'ai fait un mix entre await et la promise, c'est que toute la tambouille interne du fetch, toute la routine qui permet de récupérer les données, je veux les mettre à part et je ne veux pas polluer le code externe avec ces spécificités qui sont liées à fetch et à la réponse qui nous est retournée par fetch. Je veux uniquement que la réponse du fetch et de la tambouille interne, ce soit les données parce que c'est tout ce qui m'intéresse en dehors de cette fonction. Donc ici, je veux que ce soit les données. Et ces données-là, je peux les afficher ici à l'écran une fois que je les ai récupérées. Lorsqu'on utilise une fonction asynchrone à l'intérieur d'une fonction, on est obligé d'englober cette fonction avec le mot-clé async. Donc c'est ce que je vais faire et ici je vais rajouter async pour dire qu'à l'intérieur de cette fonction, il y a des opérations asynchrones, c'est-à-dire que le résultat global, c'est aussi une promise. OK? Je vais retourner dans mon fichier script et cette fois-ci, charger données, c'est plus une opération synchrone comme avant, mais c'est une opération asynchrone. Donc c'est pareil, ici je vais mettre await. Et pour utiliser await, je vais englober tout ça de async et je vais créer une fonction qui s'appelle charger page, qui est asynchrone. Et à l'intérieur de cette fonction charger page, je mets tout ce qu'on a créé auparavant. Et une fois que j'ai créé cette fonction, je vais l'appeler directement. Voilà. Donc, je récupère la fonction donnée ici, qui est définie dans l'autre fichier, et je la lance. Ça me redonne comme avant, ça devrait avoir le même résultat, c'est juste qu'au lieu de copier-coller le résultat de la requête manuellement, on va récupérer le contenu de cette requête et on va l'afficher, on va le retourner. On va essayer et on va voir ce que ça donne. Je vais ouvrir la console. Parce que je vais vous spoiler tout de suite, mais ça ne va pas marcher. Et c'est justement la raison de cette vidéo, parce que ça ne va pas marcher. Je rafraîchis. Alors la première erreur qui nous est affichée, qui est une erreur comme quoi le fichier favicon, c'est-à-dire l'icône de favori, n'est pas présente, on ne va pas le traiter, on a un peu rien à faire pour le moment. Par contre, la deuxième erreur, c'est ce qui nous intéresse actuellement. Donc ça n'a pas marché, on n'a pas pu récupérer les informations du site de la BTE, non pas parce qu'on a fait un bug dans notre code, mais parce qu'il y a un mécanisme de sécurité qui existe sur Internet et dans la programmation web qui s'appelle CORS. Et l'erreur qui nous est affichée ici, c'est donc cross origin request blocked, c'est-à-dire que la requête qui est cross origin, c'est-à-dire la requête qui est d'origine différente, a été bloquée. Et ensuite, le message erreur continue en disant que la politique de sécurité same origin, donc de même origine, a bloqué le chargement de la ressource extérieure avec l'adresse qu'on a mise. Et pour comprendre le fonctionnement de cette erreur, on a besoin de faire un peu de théorie. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Dans la programmation web, il existe un mécanisme de sécurité qui s'appelle CORS, C-O-R-S, qui sont les initiales de Cross Origin Resource Sharing, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire en français, et là ça n'engage que moi, le partage d'informations ou de ressources entre deux origines différentes. Alors, on ne sait pas ce que c'est une origine, on va le voir dans un instant. Ce qui est important de comprendre, c'est que les navigateurs Internet, c'est-à-dire les logiciels qui permettent aux utilisateurs d'accéder au site Internet, ils mettent en place ce système de sécurité pour forcer les sites Internet à récupérer des informations uniquement dans leur boucle à eux. Alors cette notion d'origine, elle est un peu plus complexe. C'est-à-dire que pour que
le mécanisme de sécurité s'applique, il faut que l'origine soit donc différente, c'est-à-dire que la localisation de la ressource qui appelle une autre ressource extérieure, c'est-à-dire la source et la destination, elle soit différente. Si l'origine est différente entre la source et la destination, dans ce cas-là, le lien est bloqué et on ne peut pas récupérer les informations. C'est exactement ce qui s'est passé chez nous. En l'occurrence, ici, l'origine initiale de la source, c'est ma page à moi, c'est-à-dire localhost, et l'origine de la destination, c'est-à-dire la localisation de la destination, c'est le site de la BCE. Ici, on n'a pas du tout le même site internet, parce que l'adresse dans un cas, c'est localhost, c'est-à-dire chez moi, et dans l'autre cas, la destination, l'adresse, c'est le site de la BCE. Donc, on a cette politique de sécurité. Cette politique de sécurité, elle permet de protéger les utilisateurs en évitant que tous les sites Internet, ils aillent récupérer ou réaliser des opérations sur des sites tiers sans que le site tiers y soit au courant et sans que l'utilisateur y soit au courant. En l'occurrence, imaginons, moi je fais un site Internet et je fais en sorte qu'il y ait des opérations sans que l'utilisateur le sache sur le site de la banque pour peu que la personne elle soit déjà loguée et que les identifiants de connexion ils soient stockés d'une façon ou d'une autre dans le navigateur, je pourrais, sans ce mécanisme de sécurité, alors il y a des détails techniques à peu avoir, mais je pourrais, sans ce mécanisme de sécurité, récupérer et faire des opérations sans que l'utilisateur le sache. Ce mécanisme de sécurité permet de protéger ce genre de choses. Pour revenir aux détails techniques de qu'est-ce qu'est une origine, il faut 4 paramètres. Le premier, il faut que le protocole soit le même. Ici, le protocole en informatique, c'est HTTP ou HTTPS, qui sont les deux protocoles utilisés pour récupérer des informations sur un site Internet. HTTPS étant la version identique de HTTP avec une surcouche SSL, c'est-à-dire une surcouche de sécurité qui permet de sécuriser la communication entre l'utilisateur, le navigateur et le serveur. La deuxième chose qu'il faut pour que l'origine soit la même, il faut que le nom de domaine et le nom du sous-domaine soient le même. En l'occurrence, sur un site internet classique, comme ici le site de la BCE, le nom de domaine, c'est europa.eu et le nom du sous-domaine, c'est www et c'est .ecb. Le troisième élément, c'est le port. Ici, le port n'est pas défini. Donc, quand on ne définit pas un port et qu'on est en HTTP, on sous-entend que c'est le port 80. Mais ce port, il existe quand même. Si on ne sous-entend pas le port quand on est dans un protocole HTTPS, on sous-entend que c'est le port 443. Ce port-là, il faut aussi qu'il soit identique. C'est-à-dire que le, la façon dont communique exactement la source et la destination, donc ce qu'on appelle l'origine, il faut qu'elle soit strictement identique. Si l'origine, donc ces 4 paramètres, le protocole HTTP ou HTTPS, le sous-domaine, le domaine et le port ne sont pas identiques, la politique CORS s'applique, c'est-à-dire que le lien entre le source et la destination est bloqué. On ne peut pas faire cette requête. Et c'est ce qui se passe chez nous. En l'occurrence, le protocole n'est pas le même. Moi, je suis en HTTP sur localhost. Eux, ils sont en HTTPS. Le domaine, il n'est pas du tout le même. Le sous-domaine, j'en parle même pas. Et le port, c'est pas le même, étant donné que on n'utilise pas des protocoles différents. Il y a une possibilité de débloquer cette politique de sécurité dans des cas bien précis pour permettre des requêtes qu'on appelle cross-origin, c'est-à-dire d'origines différentes. Pour accepter une requête cross-origin, il y a quelques petites informations qu'il faut communiquer. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les cas, mais on va regarder le cas qui nous intéresse ici, c'est-à-dire, nous, la capacité de récupérer des informations d'une origine différente. Pour récupérer une information sur une origine différente, on va ajouter des entêtes particulières sur la réponse, c'est-à-dire sur l'information qui est retournée par la serveur. Cette entête qu'on va rajouter à la requête de la réponse va permettre de dire au navigateur, moi serveur, j'ai bien reçu la demande, je te retourne cette information et je te dis que oui, j'accepte le fait que la demande, elle soit pas d'origine identique et que tu peux quand même traiter l'information et accéder au contenu de l'information et accéder au contenu de la requête malgré le fait que l'origine, elle soit pas la même.
et cette en-tête de requête, on va la rajouter donc à la réponse. Cette réponse, on peut déjà la voir dans le détail de ce qu'on a fait actuellement, c'est-à-dire que dans ici l'onglet Network, l'onglet Réseau, on peut voir quelles sont les ressources extérieures qui sont récupérées lorsque la page se charge. Je vais rafraîchir la page et on va voir ce qui se passe. La première ligne permet de nous indiquer que la page qui nous a été retournée est une page HTML. Cette page HTML, c'est la page que nous, on a créée, qui est retournée parce que c'est la page qui est située à cette adresse-là, l'adresse que l'utilisateur a mis dans son navigateur. Ensuite, il y a plusieurs fichiers qui sont chargés. Ici, on a le fichier style.css, comme on a vu, qui était une ressource extérieure qui est récupérée et qui est utilisée pour afficher la page. On a notre fichier script.js et ensuite, on a notre fichier chargement.js. Ensuite, on a une ligne en rouge et c'est cette fameuse ligne en rouge qui a été bloquée, qui est donc l'origine différente en disant que course missing allow origin, c'est-à-dire que l'origine n'est pas bonne et qu'il manquait un certain nombre d'entêtes. Je peux cliquer sur cette requête et on voit que le statut de cette requête, c'est-à-dire le nombre qui permet de nous indiquer quel est le statut de la requête, c'est-à-dire si la requête s'est bien passée ou s'est pas bien passée, et dans le cas où elle s'est pas bien passée, pourquoi. Ici, dans notre cas, c'est 200, c'est-à-dire que ça, tout s'est bien passé. Quand on a 200, ça veut dire que tout est OK et qu'on retourne les informations. On a l'information comme quoi la requête s'est bien déroulée, que l'information est bien existante et que l'adresse est correcte. Mais par contre, le traitement a été bloqué. Pour débloquer cette situation, on ajoute donc une information dans l'entête de la requête. L'entête ici, elle correspond à toutes ces valeurs-là et elle correspond à un ensemble de clés et de valeurs, comme un petit peu un objet en JavaScript. Ici, et je ne vais pas rentrer dans le détail, on voit par exemple la date de la requête qui est ici. On voit aussi quand est-ce que la requête elle expire et on a un certain nombre d'informations plus ou moins utiles. Nous, on va rajouter une entête à la liste des entêtes pour pouvoir accepter les requêtes qui sont cross-origin. Le nom de cette entête qu'on va rajouter, il s'appelle Access Control Allow Origin, avec des tirets à chaque fois. Cette valeur de l'entête, on va l'associer à une valeur, et cette valeur, il faut qu'elle soit l'origine de la source. Donc dans la réponse, si on ajoute cette entête à la réponse, on permet au navigateur, donc au logiciel, à l'utilisateur qui a initié la requête, d'accepter et de traiter le contenu de cette source. Alors maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, c'est très bien, on va le mettre en place, mais on a un autre problème. Et ce problème, c'est qu'on ne peut pas demander à la BCE d'ajouter des entêtes particulières à leur réponse. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'il y a une bonne raison, je ne la connais pas, j'imagine que eux ont la bonne, mais je vais pas pouvoir leur écrire et leur dire s'il vous plaît, essayez d'ajouter cette entête-là pour permettre des requêtes cross-origin et permettre à moi de faire des applications basées sur vos données à vous. Ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ont une raison et ils vont sûrement pas le faire, même si je leur demande. Donc cette solution de dire je vais ajouter des entêtes pour débloquer les requêtes cross-origin, elle n'est pas applicable. On va devoir faire d'une façon un petit peu différente. Et là, on a deux solutions qui sont à notre portée. La première, c'est de faire ce qu'on appelle un proxy. Un proxy, c'est un relais qui va permettre de récupérer ces informations-là dans une application côté serveur. Le serveur, lui, il n'est pas comme le navigateur côté client. Il n'a pas cette protection de sécurité qu'on appelle Corse. Donc, on pourrait faire des appels et récupérer ces informations dans une application à part, dans un serveur à part. Et ce serveur à part, ensuite, on va lui donner les bons paramètres Corse pour permettre à notre application, non pas d'appeler directement le site de la BCE, mais d'appeler notre relais intermédiaire qui, lui, va pouvoir faire le traitement entre les deux. Et ce relais intermédiaire, il sera tout pareil dans une origine différente. Par contre, étant donné que c'est nous qui avons la main mise sur ce relais intermédiaire, on va pouvoir lui dire rajoute ces entêtes-là pour que la sécurité Corse, elle soit débloquée et qu'on puisse faire le requête entre mon application, ma page HTML et mon relais. Ça, c'est la première possibilité et c'est celle qu'on va utiliser. Il y aurait une autre possibilité qui est d'ailleurs un peu plus adaptée et ce qu'on ferait probablement dans le cas idéal ou si je vais faire une vraie application avec un convertisseur, c'est que au lieu de générer la page comme on fait actuellement côté client, c'est-à-dire que on a la page vierge qui est communiquée et ensuite
Le fichier JavaScript, il récupère les données, il traite ces données et il permet d'alimenter la page HTML. On ferait ce qu'on appelle une page générée côté serveur, c'est-à-dire que notre serveur, au lieu de nous retourner simplement les données, il récupérerait les données et il préparerait la page et il aurait la page toute faite qui serait juste communiquée au client et le client aurait la page, n'aurait aucun traitement à faire. Nous, on va prendre l'exemple du proxy parce que je veux montrer la problématique de CORS et je veux montrer comment est-ce que on peut faire une requête entre deux origines qui sont différentes, en l'occurrence ici dans notre application jusqu'à notre relais, et ensuite le relais entre le site de la BCE, on va le faire côté serveur sur une petite application qui lui aura pas les restrictions CORS. Allez, c'est parti. L'objectif donc, c'est de créer donc cette application relais qui va nous servir de proxy entre notre application et le site de la BCE. Je vais créer un nouveau dossier que je vais m'appeler proxy et on va faire une application Node. C'est-à-dire que c'est codé en JavaScript comme ce qu'on a vu, mais c'est juste côté serveur au lieu d'être côté client. Il y a un petit peu des différences, on va voir. Le but, c'est pas de rentrer dans les détails maintenant de comment c'est fait, mais c'est vraiment de se soucier de Corse. Donc, je vais aller un petit peu vite sur certains concepts. On aura l'occasion de les revoir plus tard. C'est juste pour montrer comment est-ce qu'on peut débloquer ces requêtes cross-origin. Dans mon dossier proxy, je vais créer un fichier index.js et dans mon répertoire proxy, je vais initialiser mon application. Une fois que je vais initialiser mon application, j'aurai besoin de deux modules, c'est-à-dire deux sous-programmes que je vais utiliser qui sont déjà codés par d'autres développeurs et que je vais utiliser. On va utiliser un écosystème d'applications qui sont déjà faits pour ne pas recréer, pour ne pas tout redévelopper et utiliser des blocs déjà faits qui ont fait leurs preuves. Ici, en l'occurrence, on va utiliser Express. Express, c'est ce qui permet de faire rapidement un serveur HTTP pour pouvoir faire des requêtes et des API, comme ce qu'on va faire là. Et la deuxième chose qu'on va utiliser, c'est Node Fetch. Ça, c'est ce qui permet de faire comme dans le navigateur, ce qu'on a fait Fetch. Mais étant donné que dans Node, il n'y a pas un équivalent Fetch directement, il y a des requêtes qui sont beaucoup plus bas niveau où il faut traiter les réponses, etc. Ici, je veux que ce soit vraiment simple et que ce soit identique à ce qu'on fait dans le navigateur. Donc, je vais utiliser le module Node Fetch. J'installe ces deux éléments. Et une fois que ces deux éléments sont installés, je vais pouvoir les utiliser. Je vais d'abord récupérer mon application Express pour récupérer un module. On appelle ça un module. On utilise require. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on fait ça. Je veux vraiment me focaliser sur Course. Donc, je vais aller relativement vite. Je vais quand même expliquer ce que je fais, mais je vais aller relativement vite. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais créer mon serveur. Pour créer mon serveur, je vais lancer mon application Express. Ensuite, je vais lui dire que je veux un port bien particulier, c'est-à-dire le port qui va être utilisé pour récupérer les informations sur ce serveur. Ici, je vais l'appeler 8080, mais ça aurait pu mettre 4000 ou 3000 ou 5585. Ça aurait été exactement pareil. Ensuite, je vais récupérer ma fameuse fonction fetch qui est inclue dans le module que j'ai pré-téléchargé avant qui s'appelle Node Fetch. Et une fois que j'ai mon serveur, je peux lui dire d'écouter le port que je viens de définir, c'est-à-dire 8080. Et une fois que le serveur est lancé, je vais lui dire d'afficher du texte, donc console log, et je vais lui dire le serveur est démarré sur le port. Et je vais enlever ça, comme ça on voit tout. Et là, je vais mettre le port que je vais mettre dans ce qu'on appelle un template string, qui nous permet d'inclure des variables directement dans le texte. Voilà. Et ce texte, il est affiché lorsque le serveur démarre. Ensuite, ce qu'on veut, c'est qu'on veut créer ce qu'on appelle une route, c'est-à-dire une localisation qui permet, lorsqu'on l'appelle, de retourner l'information. Ici, je vais mettre serveur.get et la route, c'est-à-dire la localisation qu'on va utiliser, c'est cours, comme les cours de la monnaie. Et lorsque l'utilisateur appelle cette localisation, ce nom de fichier, si on veut, ici on ne retournera pas un fichier, on retournera des informations. On veut qu'il se passe quelque chose, et ce quelque chose, on va le mettre dans une fonction qui va être exécutée. Lorsque cette requête est appelée, lorsque cette route est appelée, deux valeurs nous est fournies par Express. La première, c'est les informations de la requête et les informations de la réponse ensuite.
Les informations de la réponse, ce sera à moi de les communiquer pour dire à Express, pour dire au serveur, voici ce que je veux qui est retourné lorsque cette route est appelée, lorsque cette requête est lancée. En l'occurrence, ce qu'on veut, c'est récupérer les informations sur le site de la BCE et retourner le contenu de la requête. Exactement comme ce qu'on voulait faire dans le navigateur initialement. Donc je vais reprendre ce qu'on a fait dans le navigateur, c'est juste que je vais le mettre dans mon relais, dans mon proxy. Je vais récupérer l'adresse qu'on a mise ici. Je vais la reprendre. Ensuite, je vais la routine qui permet de récupérer l'information. Étant donné que j'ai chargé un module NodeFetch qui est identique à Fetch dans le navigateur, je vais pouvoir utiliser tel quel exactement la même chose. Ce que je vais rajouter par contre, c'est que lorsque il y a une erreur qui est soulevée, c'est-à-dire promise reject, je vais réceptionner cette erreur et je vais répondre la réponse avec un statut bien particulier. C'est donc ce 200 qu'on avait vu qui permettait d'indiquer que la requête s'est bien passée. Il y a des codes qui sont assimilés à des réponses qui sont en échec. Ici, on va utiliser le code qui est 503, qui est un code d'erreur. Il en existe tout plein. Et on va envoyer en texte, on va envoyer le résultat de l'erreur. Lorsque les données, elles sont bien récupérées, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va mettre le statut 200 pour dire que tout s'est bien passé. Et cette fois-ci, on va retourner le contenu des données comme ce qu'aurait fait directement la requête si on avait appelé directement le site de la BCE. Étant donné qu'on a une fonction await, c'est toujours la même chose, on doit englober le tout du mot-clé async. Et ensuite, on va tester tout ça et on va voir ce que ça donne. Je vais lancer mon application en disant node index.js. On voit que le serveur est bien démarré sur le port 80. Donc, l'adresse de cette application, de ce serveur-là que je viens de créer, c'est donc localhost, toujours encore sur mon ordinateur, mais cette fois-ci avec le port 8080. Je vais pouvoir revenir sur mon script chargement. Et cette fois-ci, je ne veux pas l'adresse des taux de la BCE, mais je veux l'adresse du proxy. Et on a vu que c'était pas HTTPS, mais HTTP. Et ensuite, c'était localhost. Et on a vu que la fameuse route, c'était court, parce que j'ai décidé que c'était les cours. Ensuite, l'adresse, on l'utilise, et on l'utilise pour récupérer les données. On va voir ce que ça donne. Je reprends mon inspecteur, je reprends l'adresse des réseaux, et cette fois-ci, ici, au lieu d'avoir l'adresse avec le domaine de la BCE, on devrait avoir l'adresse de notre proxy, et ce qui se passe derrière dans le proxy, on ne l'aura pas affiché directement dans le navigateur, parce que c'est une boîte noire, en rajoutant dans notre serveur requête entrante. Et ensuite, ici, la réponse, on va mettre console log et on va mettre réponse statut, qui est donc le code qui nous est retourné pour voir si ça a bien été, si ça a bien fonctionné. On va rajouter aussi la date. Donc, on va dire date.new date to JSON. On va mettre un double point et la statue. On va pouvoir relancer notre serveur maintenant. Et on va voir dans notre serveur ce qui se passe lorsqu'on va faire la requête. On réessaye. On a notre fameuse requête court ici, localhost court. Je me rends compte que j'ai oublié le port, donc on va tout de suite le corriger. Et le port, c'est donc 8080. C'est pour ça qu'on a eu la réponse 404, qui est le code associé à une ressource qui est non existante. On réessaye. Et cette fois-ci, j'ai encore la requête en rouge. Cette fois-ci, c'est toujours 200. Et si on voit dans la console, j'ai toujours encore la même erreur corse. C'est parce que pour le moment, on a fait le relais, mais on n'a toujours pas ajouté nos entêtes corse. Donc on va ajouter l'entête corse pour débloquer la situation. Et cette fois-ci, étant donné qu'on a la même mise sur notre proxy, chose qu'on n'avait pas sur le site de la BCE, on va pouvoir débloquer l'information. On va pouvoir débloquer la situation. Je retourne dans mon code. Et dans le code de mon serveur, je vais pouvoir ajouter une requête ici. Cette requête, cette entête, pardon, c'est set header. Et on a vu que, et je l'ai dit brièvement au début, mais le nom de la requête, c'est, et je vais regarder pour être sûr que je l'écris correctement,
access control. Et ensuite, c'est allow origin. Et la valeur de cette en-tête, c'est donc l'origine, le nom de l'origine qui est appelé. Ici, j'aurais pu très bien mettre localhost 80 en dur, c'est-à-dire que ce soit fixe. Je pourrais aussi utiliser de façon dynamique le nom de l'origine de la requête. C'est ce que je vais faire. On va relancer le serveur. Et on voit d'ailleurs que là, il y a une requête entrante avec la date. Je vais relancer le serveur et je vais relancer la requête. Et cette fois-ci, elle devrait fonctionner. Voilà, elle fonctionne. Dans le détail de la requête, on voit ici que la réponse, qui est ici, il y a cette fameuse en-tête access control à l'origine avec http localhost. Il n'y a pas les $.80 parce que c'est le port par défaut, donc du coup, on ne va pas le marquer. Mais ça permet d'indiquer au navigateur, j'accepte que des requêtes qui sont deux d'origine différentes, en l'occurrence ici, celle de mon application proxy et celle de mon application, soient différentes et du coup, on accepte, on débloque la sécurité. Et on voit que les cours, cette fois-ci, sont réellement ceux qui sont issus de la BCE. La DAC des cours, c'est celle du indice 2020, c'est-à-dire aujourd'hui. Et ça fonctionne très bien. Et les cours sont synchronisés et sont en temps réel. C'est-à-dire que si je recherche, chaque fois que je rafraîchis la page, on va récupérer les cours sur le site de la BCE dans notre proxy et on va les redonner à la page. Et toute la logique qu'on a fait avant, on peut réutiliser la même. C'est juste que on a ce fameux proxy qui permet de débloquer la situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me laisser un message ou si vous avez une suggestion, vous pouvez utiliser les commentaires en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos. À la prochaine!